Si tu es antillais, alors tes grands-parents t'ont sûrement déjà dit. Entends moins, c'est pas t'es comme ça. Nos grands-parents, nos parents, des vrais clonins. Mais à côté de ça, ils racontent rarement comment c'était vraiment. Ils sont si pudiques sur leur vie d'avant. Pourtant, avant d'être papy ou mamie, des gens les appelaient Doméis, Marcel, Pierrette, Marceline. Ou comprendre-moi de qui dit Doméis Mako. Et ils ont eu 10 ans, 15 ans, ils ont fait des bêtises. Ils ont eu des gros poils, j'imagine. Ils ont eu des histoires d'amour. Et surtout, ils ont été des enfants à une époque où la vie n'avait rien à voir avec la nôtre. Maintenant que tu as imaginé ton grand-père ou ta grand-mère, ou tes grands-pères et tes grands-mères, est-ce que tu pourrais, à ton avis, être ami avec eux? Moi, je sais déjà, j'aurais été la bestie de mon papy, en fait. Et quand on réfléchit, c'est quand même grâce à ces enfants-là que nous sommes là aujourd'hui. Alors, s'ils ne t'ont jamais vraiment raconté leur enfance, mi-moi mi-ou, je t'emmène, j'ouvre la porte. Tu te souviens des dimanches chez papy et mamie, le compas dans la radio, la cocotte qui sifflait, le repas qui durait des heures, les souvenirs, les « entends-moi, c'est pas t'es comme ça ». Est-ce que j'ai besoin de parler? Tu le sais déjà que notre culture est extraordinaire. Mais retiens bien, chaque dimanche à 16h, il y a une place à ma table. Le pain au beurre au chocolat, par contre, c'est chacun pour soi. Qui donc? Pas quitter les abarios. Tu savais que nos grands-parents aux Antilles avaient 3 mois de grandes vacances. Ça commençait à la mi-juillet et ça finissait le 1er octobre. Presque 3 mois. D'ailleurs, dit comme ça fait sens, non? Grandes vacances. Et là, normalement, tu es en train de te dire, ah ouais, quand même, Dieu t'ait ni chance. Eh bien non. Enfin, pas exactement. Parce qu'aujourd'hui, grandes vacances, ça veut dire ne pas aller à l'école et profiter de juillet-août. Mais pour beaucoup de nos parents et de nos grands-parents, ne pas aller à l'école, ça ne voulait pas dire péter bombe. Tu vas remarquer que je ne dis pas l'été, parce qu'il n'y a pas d'été aux Antilles, et on a toujours dit les grandes vacances. Donc moi, je dis les grandes vacances. Et tu vas créer un lien avec l'histoire de tes grands-parents. Dans cette vidéo, tu vas voir que certaines de leurs occupations feraient regretter les devoirs de vacances à pas mal d'enfants. Mais avant de te parler des vacances, il faut que je te montre à quoi ressemblait une journée normale. Enfin, normale, mais pas ça. Parce que sinon, tu ne vas pas comprendre pourquoi la disparition de l'école pendant 3 mois changeait autant de choses. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que sans ça, tu ne comprendrais pas pourquoi il y avait une corvée qui les attendait avec impatience. Une journée normale. On va plus spécifiquement parler de la Martinique. Je pense que c'était assez similaire en Guadeloupe, voire en Guyane. Mais ça, je ne peux pas l'affirmer. Il faut savoir qu'aux alentours des années 1950, les familles de 8 à 10 enfants étaient monnaie courante. Mais normalement, où sauf ça. Et dès 5 à 6 ans, les enfants commençaient à participer aux travaux de la maison. 5 ou 6 ans. Aujourd'hui, à cet âge-là, on est déjà content quand quelqu'un pense à remettre son verre dans l'évier, n'est-ce pas? À l'époque, la journée pouvait commencer vers 6 ou 7 heures du matin. Les parents, eux, pouvaient partir travailler dès 6 heures. Ils prenaient leur café, préparaient éventuellement le repas du midi et laissaient les enfants tenir la maison. Et quand je dis tenir, ce n'est pas une expression, ok? Les plus grands devaient notamment s'occuper des plus petits. Mais avant ça, il y avait une chose dont toute la maison avait besoin. De l'eau. Sauf qu'évidemment, il n'y avait pas de robinet. Il fallait aller la chercher à la fontaine, à la rivière ou directement à la source. Et retiens bien ce mot, la rivière. Elle va revenir dans cette histoire plus souvent que tu ne le crois. Chaque enfant transportait ce qu'il pouvait, selon sa taille, calebasse, soit en métal, grande boîte de conserve, yoté café coyotepe. C'est-à-dire le poids que ses bras arrivaient à tenir sans renverser. Et renverser, ça voulait dire y retourner. Et bien souvent, un voyage ne suffisait pas forcément. Il fallait parfois faire plusieurs allers-retours pour remplir les réserves de la maison. Aller, revenir, aller, revenir. Pendant que certains faisaient ça, les autres avaient déjà commencé le reste. La vaisselle, le balayage de la case, les poules, les lapins, les cochons. Tu te dis que leur matinée est déjà bien avancée. Ils ne sont même pas encore partis à l'école. Et je suis sûre qu'un de tes grands-parents t'a déjà dit qu'il y allait à pied. Peut-être en chantonnant « Maman, on veillait à l'école tard la catao pour apprendre à B, C, D, tard la catao. Pour apprendre à jouer l'arbalète tard la catao ou craser quand on arrive. » Ce que tu ne sais pas en revanche, c'est qu'à 11 heures, les enfants rentraient déjeuner.
Les parents qui travaillaient au champ ne rentraient généralement pas. Donc, si le repas avait été préparé le matin, très bien, non, ça n'en flore. Sinon, ce sont les plus grands qui s'y collaient. Il fallait allumer le feu de bois ou le rallumer, faire bouillir de l'eau dans le coconeg, cuire les racines ou les bananes avec un morceau de morue. Et parfois ensuite, porter le repas aux parents directement dans les champs. Puis, à 13h, faut y te virer l'école. Oui, parce que jusque-là, visiblement, la journée était trop calme. L'école reprenait jusqu'à 16h30. Et là, à la sortie, interdiction de traîner. Il restait encore l'eau à aller chercher, le riz ou les lentilles à trier, la vaisselle du midi, les animaux à rentrer, le parc à cochons à nettoyer, les herbes à ramasser pour les lapins, les petits à laver, éventuellement quelques courses. Puis, le repas du soir. Et ensuite, seulement, les plus grands pouvaient s'asseoir pour apprendre leurs leçons, avec les paupières déjà lourdes de sommeil. Arrête-toi une seconde sur cette image. Un enfant assis devant son cahier, dans une case, sans électricité, qui essaie de faire entrer une leçon dans sa tête alors que son corps travaille depuis 6h du matin. C'est dur, hein? Mais la journée n'est toujours pas terminée, parce qu'il reste une dernière mission. Et celle-là, je pense que personne ne devait se battre pour l'avoir. Et moi-même, je suis tellement contente de ne pas avoir vécu à cette époque-là pour ça. À cette période, il n'y avait pas non plus de tout à l'égout, ni de sanitaire dans les maisons, qui étaient d'ailleurs des cases pour beaucoup. Donc, il y avait, tu l'as, hein, le seau hygiénique, ou plus communément appelé le seau à caca. Et qui devait aller le vider? Voilà, les enfants, dans les bois ou dans la rivière. On est d'accord que ça ne fait pas rêver. Et vers 21h, pratiquement tout le monde était couché. Enfin. Et maintenant, je veux que tu gardes bien en mémoire une chose. Tout ce que je viens de te raconter, c'était quand il y avait l'école. Ce qui veut dire que dans cette journée-là, l'école était presque le moment le plus calme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand à la mi-juillet, pas ni l'école? C'est là que commencent réellement les grandes vacances. Et si tu aimes découvrir l'histoire et la culture caribéenne que l'école ne nous a pas apprises, abonne-toi, c'est gratuit. Et maintenant, bienvenue en vacances, les grandes vacances. Selon les familles, les enfants pouvaient participer à différents travaux. Il y en avait un qu'ils n'aimaient apparemment pas beaucoup, la récolte du coton. Il fallait récupérer les gousses sur les arbustes, les écosser, puis les retirer des petites graines qui se trouvaient au cœur. Le tout à la main. Les familles les plus aisées pouvaient posséder une machine à carder pour enlever les graines. Mais pour les autres, des doigts d'enfant, gousse après gousse. Graine après graine. Et le problème, c'était pas seulement que le travail était long et pénible. Non. Il y avait parfois des petites surprises cachées à l'intérieur. Pas comme un Kinder. Bon. Il y avait des insectes, notamment ce qu'on appelle des bêtes patates. Et si tu avais la malchance d'en écraser une, elle dégageait une odeur infecte où t'es pris. Et pourtant, on peut faire pire. Parce qu'il y avait aussi le charroyage du fumier. Le principe, récupérer le purin des chevaux dans les écuries et le répandre dans les champs pour préparer la terre aux futures cultures vivrières. Je pense qu'on comprend déjà pourquoi cette tâche n'arrivait pas en tête du classement des activités préférées. Mais si l'odeur du purin ne suffisait pas, il y avait également les vers et les limaces. Voilà. À ce stade, les bêtes patates dans le coton commencent presque à avoir du charme, n'est-ce pas? Après avoir préparé la terre et planté notamment les ignames ou les choux, il fallait encore recouvrir les nouvelles plantations de branchages verts pour les protéger du soleil et empêcher les poules élevées en liberté de venir tout gratter. Et ça, ce n'était encore qu'une partie des travaux. Ah bah oui, hein. Ah, ça n'a pas été facile. En tout cas, j'espère que tu apprécies cette fenêtre ouverte dans la vie de nos anciens. Il y en avait un autre qui était indispensable pour une raison toute simple. Il fallait manger. Et pour manger, il fallait pouvoir faire du feu. Jusque dans les années 1950, il n'y avait ni gaz ni électricité dans les campagnes. On cuisinait donc au bois ou au charbon de bois. Mais évidemment, le charbon, il n'arrivait pas tout seul dans un sac acheté au magasin. Il fallait le fabriquer. Les adultes coupaient donc les arbres et les enfants les aidaient à transporter le bois jusqu'au four à charbon. On va ouvrir la porte d'un secret, peut-être bien gardé, ou alors que tu connais. Avant d'allumer le four, certains anciens levaient les yeux vers la lune. Ils considéraient qu'il était préférable de fabriquer le charbon après la pleine lune pour obtenir un charbon de bonne qualité. Et ça ne s'apprenait pas dans un livre. Ça se transmettait à voix haute d'un ancien
à un autre. Un savoir comme celui-là, si plus personne ne le raconte, il s'éteint avec la dernière personne qui le connaît. Si tu crois que c'est terminé, jamais. Si tu l'as pas reconnu, ce sont les grains de café. Et il faut que ça devienne du café. Après la cueillette, le grain de café était encore entouré d'une peau rouge. Il fallait d'abord le piler, pour enlever, je reste concentrée, pour enlever cette première enveloppe. Là, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en train de devenir chiante comme la pluie, comme je suppose que tu veux pas faire du café, du coup, c'était chiant, c'était relou. Je pense qu'ils en avaient marre. Franchement, à leur place, j'aurais détesté. C'est tout ce que j'ai à dire et puis voilà. Je ne recommande pas cette activité. Et enfin, on pouvait faire du café. Et les enfants en buvaient aussi, parfois, selon les familles, mais coupé avec beaucoup d'eau, donc beaucoup moins concentré. Peut-être que tu sais comment on l'appelle, le chololo. Aujourd'hui, entre l'envie d'un café et le café, il y a généralement un bouton. À l'époque, il y avait tout ce que je viens de te décrire. Et ça faisait partie des activités des grandes vacances. Et maintenant, nous arrivons à la corvée tant attendue, celle qui devait avoir un petit goût de Mont Blanc. Et tu vas comprendre pourquoi. Une fois par semaine, ils accompagnaient leur mère à la rivière pour laver le linge. Départ avant 8 heures. On s'installait près de grandes roches plates qui servaient de lavoir. Le linge était mouillé, posé sur des pierres, savonné au savon de Marseille, puis frotté. Et pour vraiment enlever la saleté, on le battait contre les pierres. On le tordait, on le choquait, le tika chochoï. Comme toi quand tu faisais des bêtises. Pour certaines taches de rouille, on utilisait même un fruit. Est-ce que vous savez qui laisse? C'était le bilimbi. Et pour blanchir le linge, on l'étalait encore savonné au soleil en l'arrosant régulièrement. Comment on appelait cette pratique? Du blanc étalé sur des roches en plein soleil. C'était mettre le linge à la blanc-nid. D'ailleurs, j'ai le souvenir que ma mère utilisait ce carré bleu quand elle parlait de mettre les linges à la blanc-nid. Après, bon, bien après. Hein. En tout cas, si tes grands-parents sont encore en vie et qui t'en ont jamais parlé, c'est le moment de crâner au prochain dîner de famille. Donc, pourquoi est-ce que les enfants aimaient autant cette journée Yotek travail? Parce que entre tout ça, ils étaient à la rivière. Ils pouvaient se baigner, jouer dans l'eau, faire leur shampoing et même pêcher les écrevisses qui pouvaient finir dans le repas du soir. Et là, arrête-toi sur ce que ça veut dire. C'est la même rivière où ils allaient chercher l'eau le matin, à 6 heures du matin. La même rivière vers laquelle ils allaient vider le seau du soir. Sauf qu'une fois par semaine, elle était à eux. La corvée était aussi devenue une sortie. Et je trouve ce détail important parce qu'il empêche de raconter cette époque de manière trop simple. Non, ces enfants ne passaient pas 3 mois à souffrir en attendant désespérément la rentrée. Ils jouaient aussi. Bon, pas énormément parce que vous saviez déjà les parents d'avant. Ils trouvaient des moments pour s'amuser. Simplement, être en vacances n'avait pas le même contenu qu'aujourd'hui. On a gardé le mot grandes vacances, on a juste perdu ce qu'il y avait dedans. Et peut-être que tu diras heureusement, mais la prochaine fois que tu diras grandes vacances, pense à ça. 5 ou 6 ans, c'est l'âge auquel tout ça commençait. Je ne sais pas si tu savais tout ça sur les grandes vacances, si tu savais comment nos grands-parents occupaient ce temps-là, et bien évidemment, je ne dis pas que tout le monde faisait exactement ces choses, je te raconte un mode de vie aux Antilles. Si tu veux en savoir plus, il y a le site En temps longtemps chez Alice qui m'a aidé à concevoir cette vidéo. J'ai aussi lu son livre en début d'année. Je te mets les sources en description. Si tu as appris quelque chose, n'hésite pas à envoyer cette vidéo à une personne qui devrait connaître ce pan de l'histoire. D'ailleurs, si tes parents ou tes grands-parents t'ont déjà raconté leurs grandes vacances, raconte-moi, ils faisaient quoi eux? Et si tu as encore la chance d'avoir quelqu'un chez toi qui a vécu à cette époque, ne remets pas la question à plus tard. Demande-lui de te raconter ses grandes vacances à lui ou elle et enregistre si tu peux. Parce qu'aucun site, aucun livre, aucune vidéo, même la mienne, ne remplacera jamais sa voix. Et si tu veux continuer dans l'exploration des pratiques des anciens, je te conseille cette vidéo qui raconte une légende qui nous a été transmise et je te dis à dimanche prochain. N'oublie pas de t'abonner. Alors le dimanche à 16h, la Jessie au café. Tu n'auras peut-être pas toujours du pain au beurre au chocolat, mais t'as rendez-vous sur Hello Floriane sur YouTube.